Voilà. Ça, je vois si je dois ajouter des gens. Là où. Voilà. Alors, bonjour tout le monde, ceux qui sont venus. Aujourd'hui, on va vous présenter en fait Thierry Gabriel Cross, qui est un des plus vieux coachs XP francophones. Ça fait depuis quasiment 2000, ou même depuis le début, hein, peut-être. Oh, en fait, non, 2000, oui. Ben, si tu veux, j'ai suivi XP avant que ça devienne officiellement XP, puisque Ken Beck, etc., Bob Martin en parlait, tu sais, dans des newsgroups, des mailing lists, et ainsi de suite, sur le dev. Et voilà, et après, j'étais parti me former aux USA, donc avec justement cette bande-là de Joyeux Luron, et c'était en février 2000. Ouais. D'accord. Alors, c'était juste tout proche, en fait, à la signature du manifesto agile. Tu aurais pu C'est ça, quasiment c'était être là-bas. Hein, en un fait. an avant. Oui, presque, oui. Tu aurais pu être signataire. Ouais, non, quand même pas, mais Voilà. oui, Et donc, c'était... ouais, excuse-moi. Et donc, Thierry, on se connaît parce on l'avait invité en 2003 ou 2004, je ne sais plus exactement, mais c'est quelque part par là. On l'avait invité pour les XP Day de Genève. Et puis c'est comme ça qu'on l'a. Puis je crois que tu es venu plusieurs fois, en fait, sur plusieurs Oui, sessions. Tu es venu. Donc, oui. Puis sur d'autres événements qu'on évoquait tout à l'heure aussi en Suisse, ouais, en Belgique aussi, après, en avec Belgique. Ouais. les XPD avec Pascal. C'est ça. Voilà. C'était Pascal est défilé. venu en fait au premier XPD d'Asie, parce que je l'ai ouvert. Je l'ai créé en 2016 ou 2015, je ne me rappelle plus exactement. J'ai fait le premier XPD là-bas. Donc voilà. Alors, je présente quand même un petit peu les choses. Alors, je crois que pour tout le monde, on sait déjà. Donc pour le meetup, c'est là. Pour ceux qui sont venus par un autre biais, on a un meetup. Je crois que tout le monde le connaît. Si vous ne saviez pas, il y a une chaîne YouTube pour la communauté. Vous vous enregistrez et puis comme ça, vous voyez les vidéos apparaître. Après la présentation, on se retrouve sur Wonder, où en fait, c'est un espace d'échange, de communication. On peut causer entre nous et en fait, on se met dans un cercle et du coup, ça permet de pouvoir entendre que les gens qui sont dans un cercle. Et on peut se faire un cercle privé dans un coin si on veut avoir des échanges privés. Voilà. C'est sympa. Il faut faire le MIT aussi, il y a un autre test pour rentrer là-dedans. Et puis, les prochains événements. Alors, 25 mai, on a Marco Cancelaro qui vient présenter Connaissance Beyond the Compling and Cohesion. Marco Cancelaro, il a coécrit un livre sur le TDD qui est vraiment très, très bien. Il en parlera plus au moment en fait, de sa présentation. Le 8 juin, on a Jérôme Kerli pour les Lausannois qui le connaissent aussi ou qui l'ont rencontré. Il a fait beaucoup de services financiers, de banques et tout ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il est chez Net Architect ou un truc dans le genre, je ne sais plus exactement son nom. Il va nous présenter un sujet sur l'architecture software. Et puis le 22 juin, pour terminer la saison, avant les vacances d'été, on a The Future of Programming Language de Uncle Bob, Robert C. Martin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui a écrit Clean Code, Clean Architecture, Clean Agile. Et là, il est en train de préparer un autre bouquin sur, je crois que ça s'appelle Clean Craftsmanship. Il y a du clean partout. C'est très sympa, très sympa. C'est Monsieur Propre, en fait. C'est Monsieur Craft, ouais, tout à fait. C'est ça. Et Monsieur XP aussi, il a participé beaucoup à Oui. à l'XP. Même si on met Ken Beck devant l'XP, il y a quand même Uncle Bob, aussi Ron Jeffrey et d'autres qui étaient autour de ça. Oui, Ward Cunningham. Mais si tu veux, Uncle Bob, c'était lui qui a vraiment popularisé, par exemple, tu vois, la formation que j'évoquais, c'était sa boîte Object Mentor qui l'organisait et c'était lui qui animait le plus. Oui, tout à fait. Donc voilà, et puis c'est lui aussi qui a amené en fait le craftsmanship à un moment donné. Voilà, et puis pour la rentrée, on a déjà, alors tous les speakers francophones, c'est déjà plein. Donc on a Sylvain Couder qui est, si vous ne le connaissez pas, il fait un podcast
j'ai oublié son nom. Il a un podcast francophone sur le TDD, assez sympa. Romain Felden, je crois que c'est le CTO de Socra, qui est une société à Lausanne de craftsmanship. Benoît Gantôme, ça c'est monsieurartisandéveloppeur.fr. Donc aussi notre star francophone sur le craftsmanship, le podcast, vidéocast et autres. C'est pas mal pour la communauté, en tout cas avec toutes ces présentations. Et puis, en théorie, on devrait avoir Dragan Stepavanovic qui devrait nous présenter un sujet. Je crois que ça sera le 23 novembre. C'est encore en discussion, peut-être oui, peut-être pas. Et vu que Sandro Mancuso sera fin septembre sur Lausanne, en live, eh ben, on organisera un événement live avec Sandro Mancuso sur Lausanne. Et puis, on fera une vidéo pour retransmettre pour ceux qui n'ont pas la chance de venir à Lausanne. Mais je sais que déjà qu'il y a l'équipe du JUG Switzerland qui vont descendre de Berne pour venir en live. Voilà. Et puis, ceux qui veulent aller suivre la formation de Sandro à Lausanne, désolé, c'est complet. C'est déjà tout complet, mais il y a Zurich au mois de novembre, si jamais. Vous pouvez me contacter si jamais vous êtes intéressé. Au cas où. Voilà. Donc ça. Et puis maintenant, c'est à Thierry. Tiens, vas-y. OK. Du coup, je partage mon écran, Alexandre? Ouais, tu partages ton écran. Do you want to continue? Yes. Voilà, donc normalement, vous devriez voir si tout va bien vous devriez voir. Voilà. C'est bon? Vous voyez la planche de titre? Nickel. OK, ça marche. OK. Alors, quelques mots d'intro. Donc, il y a quelques semaines, Alexandre m'a proposé donc d'animer un meet-up. Donc, bon, déjà, j'étais super content, bien sûr. Et puis, je me suis demandé quel sujet, du coup. Même si je suis ancien dev et que j'ai fait beaucoup de dev, mais c'était dans les années 80-90, plutôt temps réel, C++. Honnêtement, bon, à un moment donné, il faut être raisonnable quand même. Et donc, j'ai préféré choisir un sujet un petit peu connexe qui, à mon humble avis, quand même, nous concerne tous, ce qui est l'amélioration continue. Et le sous-titre, c'est plus pro chaque jour, parce que je crois que en fait, c'est bien quand même cette question de professionnalisme qui est sous-jacente à l'amélioration continue. Voilà, et donc je vous propose quelques planches avec, en fait, on va voir quatre pratiques emblématiques de l'amélioration continue. Que vous connaissez peut-être ou pas, on verra, qui forment en quelque sorte un dispositif, on va dire, tout à fait efficace pour cette amélioration continue. Et puis, je vous proposerai donc au fur et à mesure des mises en pratique, évidemment pas des mises en pratique, mais en tout cas des réflexions, disons, sur ce que pourrait donner telle ou telle pratique dans votre contexte. Voilà. Comme je ne savais pas trop combien on serait de personnes, donc j'avais indiqué fermer les micros, mais je ne pense pas que ce soit forcément très utile. Si vous souhaitez poser des questions, évidemment, surtout, n'hésitez pas, d'autant plus qu'encore une fois, on n'est pas très nombreux, donc vous connaissez tous l'histoire des questions. Quand on a une question, c'est que la plupart des gens à côté peuvent l'avoir aussi, donc évidemment, il ne faut pas hésiter. Bon, j'avais envisagé peut-être le chat, mais là encore, je pense que si vous avez des questions, le plus simple, c'est de les poser directement. Et donc, on aura quelques présentations de pratiques, et puis des réflexions. Donc, comme vient de l'indiquer Alexandre, cette présentation sera diffusée ensuite sur YouTube.
Et c'est parti. Alors pour 2 heures, non, en fait, hein, parce que j'ai vraiment pas de matière pour tenir 2 heures, il n'y a pas de souci. Et puis, je pense on va s'arrêter, on s'arrêtera, je pense qu'il y en a pour une petite heure, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Allez, alors ben, je propose déjà pour démarrer de faire un constat, le constat de votre situation, de la situation, disons, par rapport à cette fameuse amélioration continue, mais avec déjà, ben, il s'agit quand même de définir les choses, amélioration continue. Donc là, je suis allé choper une définition toute simple sur Wikipédia. Processus d'amélioration continue, donc un effort continu pour améliorer les produits, les services et les processus. Voilà, on pourrait le simplifier en disant qu'il s'agit d'améliorer nos pratiques, sachant que dans nos cadres, avec Scrum en particulier, vous savez qu'on distingue sur les boucles de feedback et d'apprentissage, hein, on distingue plutôt l'amélioration du produit lui-même ou du service, enfin, de ce que l'on fabrique, de ce que l'on conçoit au travers de la revue, et puis effectivement l'amélioration des pratiques, des process au travers de ce qu'on appelle la rétro dans Scrum. Mais en fait, la rétro, c'est jamais qu'une roue de Deming, hein, on va voir ça tout de suite. Alors, je propose tout de suite une première réflexion qui est la suivante, donc basée sur quelques questions, et ensuite on va se donner 2 minutes de réflexion, et puis si vous souhaitez, on pourra partager. Donc, premièrement, existe-t-il des sessions régulières exclusivement réservées, consacrées à l'amélioration continue, donc typiquement les rétros de Scrum, justement, mais on peut imaginer, vous savez que dans Scrum, on a aussi des introspectives, enfin, il existe plein de choses. Donc, parce qu'en clair, il y a un espace institutionnalisé, disons, qui est dédié à l'amélioration continue. Est-ce que les incidents, les problèmes, les issues, etc., qui sont vécus, on va dire, au jour le jour dans l'équipe, est-ce que ces incidents sont bien source d'amélioration, hein, puisque l'amélioration continue, il y a quand même un postulat qui est on améliore ce qui se fait. Hein, et c'est un petit peu le principe de l'empirisme, hein, on apprend en faisant, mais donc ça veut dire que faire est une source d'apprentissage. Est-ce que la culture de l'organisation est bien rechercher des solutions plutôt que de trouver des coupables, hein? Vous connaissez évidemment parfois ces situations où on cherche des têtes à couper, donc est-ce qu'on est plutôt sur résoudre les problèmes, rechercher des solutions? Est-ce que les actions d'amélioration elles-mêmes sont correctement managées, si vous voulez, suivies? Est-ce qu'il y a effectivement du temps alloué? Est-ce qu'on va vérifier tout simplement le résultat de ces améliorations? Moi, j'ai rencontré énormément d'équipes, par exemple, dans Scrum, qui effectivement menaient, en tout cas au début, des rétros, et puis finalement, les actions se dispersaient, là, elles s'évanouissaient, on ne sait pas trop où. Voilà. Et puis dernier temps de la réflexion, les membres de l'équipe sont-ils force de proposition plutôt que des externes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il me semble que, plutôt que de parler d'amélioration continue, si vous voulez en clair, on pourrait plutôt parler d'auto-amélioration continue, hein, puisque l'idée dans ces approches, agiles, en tout cas, très centrées sur l'auto-organisation, la responsabilité des équipes, hein, donc des personnes, l'idée, ben, c'est que effectivement l'équipe elle-même, les membres de l'équipe prennent en charge ces questions-là. Voilà. Alors, on va partir pour 2 minutes. Alors, pour la petite histoire, vous voyez, là, on est sur une évaluation. Donc, hein, vous savez que les évaluations, ce qui est intéressant, c'est qu'elles nous permettent de déterminer des axes d'amélioration. Et donc là, ben, par exemple, on pourrait scorer sur 5. Et si aujourd'hui, on score à 3, la question, c'est comment demain, on peut scorer à 4 ou à 5. Hein. Voilà. Ou si on score à 1, ben, comment demain, on peut scorer à 2 ou à 3. Vous voyez, presque dans l'absolu, en termes d'amélioration, il vaut mieux partir, enfin, si j'ose dire, il vaut mieux partir de 1, arriver à 3 ou 4, plutôt que de partir de 3 et puis rester à 3. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ces questions, justement? Ou pour le dire plus simplement, est-ce que quelqu'un a des questions sur cette première réflexion, en fait? Pas de mon côté. Non. OK, ça marche. Allez, donc on va partir sur 2 minutes et on se retrouve dans 2 minutes. 2 minutes, c'est histoire
Voilà, histoire de prendre quand même quelques instants pour réfléchir à ces choses-là. Allez, c'est parti. Et je retrouve plus le truc. Tu peux fermer la fenêtre. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien partager? On peut prendre question par question déjà. Est-ce que vous avez des sessions régulières qui sont réservées, consacrées à l'amélioration continue? Et c'est vrai que moi, j'ai conscience que ça peut dépendre suivant votre job, etc. Ça peut évidemment dépendre de plein de choses. Alors, si je prends par rapport à l'entreprise, l'une des entreprises que je coach le plus aujourd'hui, le premier point, oui. Et en fait, j'ai compté 3 points. En fait, ce que je vois, c'est en haut, en fait, j'espère que ça se passe. Et puis, plus on va à l'intérieur, plus on va dans les questions et plus ça devient compliqué de les avoir. Ok. Donc, ça veut dire que tu arrives bien à la troisième question. Ouais, ok. Jusqu'à la culture, c'est bon, et après, c'est pas encore ça. Ok. En même temps, à mon humble avis, déjà, être dans une culture où on recherche des solutions plutôt que de trouver des responsables, c'est déjà joli, je trouve. Oui, ça fait depuis le mois de juin de l'année passée que je suis en train je les suis. Ok. C'était un long travail. Et oui, et oui. Ok. Merci Alexandre. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai pas de questions, mais étant donné que je travaille comme consultant et que notre travail est justement d'apporter les bonnes pratiques, moi, j'aurai 5 ici dans l'évaluation, à la fois pour l'entreprise pour laquelle je travaille, mais également pour les clients chez lesquels on apporte les notions d'agile et de craftsmanship. Parce que on les incite justement à avoir des cérémonies pour s'améliorer en continu, faire des post-mortem quand il y a des échecs pour réfléchir à pourquoi ça s'est produit, comment éviter que ça se reproduise, faire des tests sur les bugs découverts, ainsi de suite. Donc, dans l'ensemble, je pratique ça maintenant, ces derniers temps. J'ai fait des entreprises où ce n'était pas du tout la mentalité, mais ça change de plus en plus, c'est une bonne chose. Ok, écoute, super, super, parce que c'est plutôt
objectivement, enfin, de mon expérience, en tout cas concrète sur le terrain, c'est plutôt rare qu'on score à 5, quoi. Ouais. Ok, super. Merci, Akhtar. Quelqu'un d'autre? Ça dépend toujours de la manière dont on définit en fait, parce qu'il y a des nuances aussi. Typiquement, si je prends la première, des sessions exclusivement consacrées à l'amélioration continue, bah, si on enlève le exclusivement, ça pourrait entrer dedans, parce que ça vaut un demi-point. Oui, Voilà, voilà. des petites nuances. Bah, oui, alors si tu veux, c'est une vraie question et honnêtement, tout ça est tellement complexe que, bon, disons que ça pose la question de, si tu veux, ce qui est sous-jacent à cette question en réalité, c'est l'importance que l'équipe, voire l'organisation, donne à l'amélioration continue, en fait, tu vois, c'est ça, est-ce qu'effectivement, on considère que l'amélioration continue est un pilier de l'agile? L'agile, on s'en fout en tant que tel, mais en tout cas, un pilier de notre fonctionnement, un peu comme, par exemple, justement, c'est un pilier dans la maison Lean, dans Safe, tu vois. Et effectivement, du coup, à partir du moment où c'est un pilier, où on y donne cette importance, il y a effectivement des sessions qui sont exclusivement réservées. Mais voilà, ça, c'est une façon, je dirais, un peu limite caricaturale de voir les choses. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y ait de l'amélioration. Tout à fait. Puis pareil, par rapport aux membres d'équipe qui sont force de proposition, on parle de tous, on parle de quelques-uns, on parle de un, est suffisant. D'accord. Alors là, si tu veux, oui. Ok, bon. Oui, oui. Non, mais bien sûr, en fait, encore une fois, je pense que le fait que l'équipe s'auto-améliore, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe, c'est-à-dire les différents devs, etc., les personnes dans l'équipe, ont compris que les pratiques leur appartiennent et que dans leur boulot, il y a une redevabilité en quelque sorte qui est à la fois de développer les produits, peut-être quand même de les développer proprement, on rejoint un petit peu la discussion sur le code propre qu'on avait tout à l'heure, et également de s'améliorer. Et là, on rejoint d'ailleurs, pour la petite histoire, les origines, en tout cas dans les premiers écrits de Kent Beck sur XP. Vous vous souvenez peut-être, si vous aviez connu ça, il y avait les droits des développeurs et les droits des managers et clients. Et les droits des managers et clients, parmi les droits, il y en avait un qui était voir l'équipe qui effectivement s'améliore au fur et à mesure. Voilà, et là, ce que je soulignais au travers de cette question aussi, c'est bien donc cette appropriation de l'amélioration des pratiques et pas forcément et systématiquement. Alors là aussi, on est d'accord, hein, systématiquement, il faudrait nuancer, mais un extérieur qui arriverait pour dire, bah, tiens, on peut faire ça, on va faire ça, on va faire ça, etc. Voilà. Sachant qu'encore une fois, au départ, si je prends le TDD, je ne sais pas vous, moi, j'aurais jamais inventé le TDD, quoi. Donc, c'est très bien qu'à un moment donné, il y a des personnes qui proposent des choses, mais l'idée à terme, c'est quand même que ce soit l'équipe. Voilà. Bon, j'ai été un peu long là sur ma réponse, mais c'était juste pour éclairer cette 5e question. Ok, alors de ma perception, je dirais qu'on est à peu près sur un 3 en fait, dans le sens où des sessions régulières consacrées à de l'amélioration continue, je dirais que oui, on a ce qu'il faut. Les incidents vécus sont-ils source d'amélioration? C'est mitigé, ça va dépendre de la nature de l'incident et du coup que ça implique pour le résoudre en fait, parce qu'il y a des questions de budget derrière. Oui. La culture est-elle bien de rechercher des solutions plutôt que trouver des coupables? Dans l'ensemble, je dirais que oui, clairement. Ok. Et enfin, les actions d'amélioration sont-elles correctement suivies? C'est mitigé. Ça va dépendre des périodes. Parfois, il y aura un suivi correct, parfois pas. C'est petit bonheur la chose. Les membres sont-ils force de proposition? J'aurais tendance à dire que non, mais ça dépend toujours de la quantité qu'on pose derrière. Ok, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, enfin, c'est important de comprendre le sens, quoi. C'est bien, est-ce qu'à un moment donné, l'équipe s'est approprié ces pratiques et se donne en quelque sorte la liberté, la possibilité d'améliorer ces pratiques, en fait, hein. C'est ça l'enjeu derrière. Globalement, j'aurais Ok. tendance à répondre non à cette question pour la simple raison que le budget est un limiteur mental très important. Et oui, et oui. Et oui, et du coup, alors je ne sais pas du tout quel est ton environnement, mais du coup, ça rejoint vraiment la question, on va dire, pardon, qui est
qui est vraiment lancinante, qui est la question de la posture des managers en termes justement de droit, d'autorisation de toutes ces choses, quoi. Ok, merci. Quelqu'un d'autre ou on continue? Non, bah, je vais juste dire que je rejoins la note d'Alvaro, mais forcément, on a travaillé ensemble, alors Ah, ok. on a vécu le même environnement. Ok. Non, mais c'est bien parce que, oui, mais si tu veux, enfin, après, parfois. Oui, on aurait pu le percevoir de même... manière différente, ouais, mais voilà. du coup, on se rejoint sur l'idée. Je D'accord. ne bullshit pas. Mathieu valide. Ok. Bon, c'est la fameuse question des témoignages. Ok, ça marche. C'est bon? Quelqu'un d'autre ou sinon on continue? Ok. Allez, continuons. Alors, il y a une vraie question, si vous voulez, sur le why. Hein, vous connaissez tous why, pourquoi on s'améliore. Et je crois que c'est une vraie question qui m'est apparue au fil des années à force de, justement, puisque vous avez compris mon métier, c'est de mettre en place justement toutes ces choses-là, hein, comme certains d'entre vous. Et à force de voir des rétros qui ratatouillent, vous voyez, parce que dans les rétros, bon, au départ, on va trouver beaucoup de choses améliorées, mais qui ne sont pas sous notre contrôle. Par exemple, changer tel manager parce qu'il est incompétent. Donc voilà, on assiste parfois à une certaine lassitude. Et donc je crois qu'il y a une vraie question qui est quand même pourquoi on s'améliore. Alors, après, vous savez, c'est un peu l'histoire du why et effectivement, par exemple, dans l'impact mapping, on commence par le why. Bon, moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille vraiment commencer par le why. L'essentiel, c'est de démarrer, mais je crois qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Alors, quand je réfléchis à cette question, en fait, il me vient deux réflexions. La première que vous avez ici, et qui, du coup, peut expliquer d'ailleurs le fait que des transfos agiles fonctionnent ou pas, et même de façon générale, l'amélioration continue. En fait, on peut le tourner dans tous les sens. Vous savez que dans notre cerveau, on a des couches géologiques, en quelque sorte, hein, depuis le cerveau reptilien, donc qu'on partage avec nos petits camarades, les lézards, les serpents, etc., le cerveau limbique et puis le cortex néocortex. Et c'est très marrant d'ailleurs de constater que même physiquement, vous voyez, on a bien les couches comme ça qui s'empilent. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, en fait. Bref. Et donc, ce cerveau reptilien, il fonctionne comment? Ben, vous le savez probablement. Lui, son premier truc, hein, le premier objectif inaliénable, disons, c'est moins de douleur. Et le deuxième objectif, quand le premier objectif est atteint, c'est plus de plaisir. Voilà. Et alors, du coup, se pose la question, évidemment, justement, de la signification de plaisir-douleur. Alors, et c'est là, si vous voulez, que cette culture, que la culture de l'organisation et l'impulsion donnée par le management quand il y a des managers, etc., est essentielle. Parce que moins de douleur, je dirais, en tant que dev, c'est d'avoir moins de défauts, d'avoir moins d'incidents et donc éventuellement moins de blâme quand malheureusement on est dans ces cultures-là. Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire que je suis pas persuadé que moins de défauts, ce soit forcément absolument toujours recherché. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Je termine sur cette planche. Et puis, plus de plaisir. Alors, l'amélioration, pourquoi? Ben, évidemment, parce que l'amélioration continue améliore en particulier l'ambiance dans l'équipe. Il y a une chose, un constat que j'ai fait à force d'accompagner les équipes et à force de le pratiquer quand je me suis retrouvé manager d'équipe ou autre, c'est que cette amélioration continue, elle donne plus de confiance. Elle donne plus de confiance dans l'équipe, elle donne plus de confiance dans l'avenir aussi. Vous voyez, du style, ben, aujourd'hui, on ne sait pas faire, ben, OK, demain, on saura mieux faire, on aura trouvé des choses. Pourquoi? Parce qu'on a engrangé, semaine après semaine, ou rétro après rétro, si on fait du Scrum, on a engrangé justement des améliorations. Et donc, il y a cette confiance. Et puis, évidemment, il faut espérer, si on s'améliore dans le bon sens, que les résultats
eux-mêmes vont s'améliorer, par exemple une meilleure qualité de code, une meilleure capacité à modifier, à faire évoluer, etc. Donc là, on est typiquement dans du clean code. Du coup, une meilleure satisfaction de tout le monde, y compris des utilisateurs. Et donc, comme je le disais, également un peu plus de confiance. Voilà. Mais pour moi, comme je vous disais, c'est une vraie question. C'est-à-dire que parfois, je me demande si vous voulez, je vais prendre le cas caricatural, qui est le cas des TMA, vous savez, enfin des contrats, de maintenance, du coup, où finalement, alors évidemment, j'ai conscience c'est caricatural, mais enfin, quelque part, les défauts, c'est ce qui fait vivre, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si parfois, on n'est pas quand même dans des business models qui, finalement, qui s'accommodent du manque de qualité, quoi. Parce que j'ai tellement entendu pendant toutes ces années, j'ai tellement vécu des situations où on n'avait pas le temps de mettre en place, d'investir pour ensuite améliorer, parce que c'est ce qui est absolument terrible dans la chose, c'est que le TDD, etc., si vous l'avez pratiqué un peu, vous savez qu'après, c'était d'une efficacité redoutable. Mais il n'y a même pas cette volonté de... Enfin, c'est même pas un manque de volonté, c'est cette conscience peut-être justement de vouloir améliorer. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez ou si c'est clair ce que je raconte là, mais c'est à se demander ce qui, si vous voulez, ce qui est vraiment sous-jacent, mais du coup, ça veut dire que ça demande vraiment pour nous une introspection et quand même un point sur ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Mais vous savez, je pense que vous avez compris, comme beaucoup d'entre nous, qu'on est un peu aujourd'hui là à la croisée des chemins au niveau de l'humanité quand même sur plein de choses. Et donc, je crois qu'en particulier, il y a cette question qui se pose, c'est quoi la douleur et c'est quoi le plaisir, quoi. Alors, je ne sais pas si je suis suffisamment clair et j'aimerais quand même vous entendre avoir vos réflexions là-dessus, quoi. Mais vous pouvez le voir déjà en termes de business model qui s'accommode de défauts ou pas, quoi. À vous. Alors déjà, franchement, j'aime beaucoup cette planche. Je l'aime tellement que j'aimerais presque l'encadrer et la montrer à mes collègues tous les matins. Écoute, Parce que j'ai l'impression que ces points, ils sont extrêmement pertinents et qu'en fait, on les perd très fréquemment de vue. Oui. Donc, c'est un très bon rappel, en fait. C'est une très bonne piqûre de rappel. Mhm. Maintenant, en effet, il est possible que selon les individus, la notion de plaisir et de douleur fluctue. En l'occurrence, pour moi, un point qui pourrait représenter une résistance au changement, une résistance à l'amélioration, en fait, c'est simplement la peur de sortir de la zone de confort. Oui, C'est-à-dire qu'une c'est ça. personne qui apprécie faire la même chose chaque jour, parce que c'est un profil également, le simple fait de provoquer un changement va la sortir de sa zone de confort, et donc ça implique une peur qui en soi peut être considérée aussi comme une douleur d'une certaine façon, Oui, bien sûr. qui va à l'encontre du coup de l'amélioration. C'est ça, c'est ça. C'est un sujet très, très complexe, en fait, je crois, et ça pose la question sur laquelle je vais rebondir tout de suite, qui est finalement la question de la finalité de ce qu'on fait, la question de nos valeurs, etc. Mhm. OK. Et je crois je crois qu'il y a vraiment beaucoup, quand je disais business model, je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire on est habitué, et ça rejoint peut-être la problématique plus générale d'obsolescence programmée, vous voyez, des choses comme ça, où on est habitué, voilà, on est habitué à payer. Ouais. Ben, OK. D'autres réflexions? ouais, la réflexion là, pour le business model, là, ça se rejoint complètement. Le business model traditionnel de faire un projet rapidement et de gagner de l'argent sur la maintenance, c'est beaucoup de sociétés qui vivent comme ça, et des clients qui ne connaissent pas autre chose que ça. C'est ça. Donc, ils ont un bénéfice aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de entreprises qui commencent à comprendre qu'en fait, ils se font rouler par ce genre de société, et qui commencent à dire à ces sociétés, non, la façon que toi, tu es en train de travailler, tu es en train de réaliser notre projet, on n'est pas d'accord. La qualité, ça va être comme ça maintenant. On va te donner les conditions de ça. Il faut respecter la pyramide des tests, il faut faire tout ça, etc., etc. Et ça devient un stress. Aujourd'hui, moi, j'ai un de mes clients qui a fait ce pas. C'est un peu de ma faute, mais bon, on ne va pas le dire.
et qui a fait ce pas et qui bosse en fait avec des sociétés et tout ça. Et la société de l'autre côté, ils sont là. Ah, OK, oui, alors on va envoyer nos développeurs 2 semaines en formation pour qu'ils puissent faire. Ce n'est pas en 2 semaines de formation que vous êtes capable de faire. Dites simplement, vous n'êtes pas capable de faire ça. Point. On le comprendra. Évidemment, ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'autrement, ils se font hachis-menus par leur manager. C'est ça, c'est ça. Oui, Ah ben, oui, c'est clair. mais il y a des entreprises en Suisse ou dans le monde aussi qui pensent différemment et qui ne veulent pas travailler sur du one-shot. Parce qu'on travaille comme ça, on travaille souvent sur du one-shot avec son client. Il est malheureux à la fin et finalement, il va dire je ne vais plus bosser avec vous. Mais bon, on a déjà serré, on a déjà pris tout son fric. Il y a des sociétés qui aujourd'hui, en fait, veulent travailler plutôt dans une façon, dans un orienté partenaire avec leurs clients et qui vont plutôt regarder pour livrer un projet de qualité bien conçu pour qu'après coup, quand le client il veut, dans sa maintenance, il veut faire des évolutions, eh ben, ce n'est pas beaucoup plus cher. C'est la même chose. Et puis, c'est plutôt ça, et ce n'est pas que des bugs. Quand j'essaie, le bug est la minorité. Il y a des gens qui, maintenant, qui vendent le zéro bug. Ah oui. Même si je vise le top qualité, le zéro bug, c'est quand même un peu poussé, je trouve. Ben, oui. Là, ça fait un peu marketing. Ben oui, tu sais, en fait, dans le Gravement, justement, on parle bien de tordre la courbe. Alors, c'est tordre la courbe du coût du changement, quoi. C'est bien ça. Et tu as utilisé le mot terrible, qui est le mot projet, où effectivement, à partir du moment où on est dans un mode qui est en réalité un mode comptable, finalement, on est en mode projet, puis en mode maintenance, et puis 2 ans après, on recrée un projet parce qu'on a une grosse évole, etc. C'est ça qui est absolument terrible. C'est pour ça que moi, je me bats. En fait, quand je commence à bosser avec des équipes, je leur dis non, ce qu'on livre, c'est des produits. On ne livre pas des projets. En fait, ça ne veut rien dire livrer des projets. On livre des produits. Et je crois que toutes ces approches, si je prends par exemple le cycle de vie d'XP, c'est un cycle de vie, c'est du LPM en fait, c'est un cycle de vie de produit, ça. Ok, bon, ça marche. Merci, oui, tout à fait. C'est produit et comme toi aujourd'hui, moi je pousse tout le monde à passer sur une pensée produit parce que déjà la problématique, un développeur qui a fait toute sa vie du projet ne connaît pas en fait la souffrance de travailler au niveau de la maintenance. C'est ça. Ron Jeffrey avait sorti en 2018, il avait dit quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Il avait fait un tweet, il avait dit la problématique du développeur, souvent, il n'est pas il n'est plus en fait témoin de la décision qu'il a prise dans le passé. Il est rarement témoin. C'est ça. Ben, d'où l'idée de créer des équipes qui s'occupent de tout, hein, qui s'occupent de la maintenance. Ok. Allez, on va avancer parce que quand même l'heure tourne l'air de rien. Et voilà. Et donc, du coup, je crois qu'il y a un vrai sujet que vous avez ici, qui est un Team Canva. Donc, c'est un outil que vous connaissez peut-être, mais voilà, qui pose quand même la question des objectifs, des rôles compétences, de la raison d'être de l'équipe, la finalité de l'équipe, c'est-à-dire quelle est la raison d'être, et du coup également des valeurs, des principes, etc. Et je dois dire que je suis toujours, interloqué, disons, par le peu de cas que l'on fait des valeurs et des principes. Alors, je sais bien, évidemment, en tant que dev, etc., ce qui nous intéresse, c'est le côté pratico-pratique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'agile, en tant qu'approche empirique, est pratico-pratique. Mais ceci étant, les valeurs, elles existent bien. Et en fait, on les voit à l'œuvre constamment. Alors après, derrière ce terme valeur, il ne s'agit pas d'aller rajouter, voyez, des choses romantiques, genre liberté, égalité et fraternité. Il s'agit de la question, la valeur, c'est simple. Hein, une valeur, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, par exemple, est-ce que le clean code, le code propre, est une valeur? Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que c'est important? Important, ça veut dire, c'est un truc, vous voyez, il y a un côté un peu viscéral, quoi. Hein, il y a un côté viscéral. Et donc, je crois qu'il y a une vraie
il y a une vraie question qui se pose au niveau des équipes au travers de ce Team Canva qui est juste le prétexte à se poser justement ces questions donc de valeur, de raison d'être et donc de règles et d'activité. Et donc, on pourrait imaginer effectivement pour ce qui nous concerne que donc le clean code est une valeur, que l'objectif, c'est aussi de s'améliorer en tant que développeur, vous voyez, au-delà des objectifs, on va dire, concrets de l'équipe, etc., etc. Et du coup, en termes de règles et activités, justement, de mettre en place en particulier ces dispositifs d'amélioration continue. Mais je crois que cette question de valeur est une vraie question. Et encore une fois, ces valeurs, elles existent, et même si elles sont invisibles, elles sont très, très, très présentes. Et je ne vous ferai pas de dessin, vous savez aussi bien que moi que beaucoup d'organisations affichent des valeurs, on va dire, politiquement correctes, et puis en réalité appliquent d'autres valeurs derrière. Voilà, donc je crois que ce Team Canva, moi j'ai trouvé que c'est vraiment un outil nécessaire dans le cadre de l'amélioration continue qui permet donc à l'équipe collectivement de concrétiser, si vous voulez, le fameux pourquoi de l'amélioration continue. Parce que je pourrais du coup rapprocher en quelque sorte ce Team Canva de la planche précédente en termes de plaisir et de douleur. On pourrait dire que l'objectif, il faut espérer, c'est plus de plaisir. Mais plus de plaisir, c'est par exemple plus de code propre. Et c'est vrai que honnêtement, en tant que dev, moi, je me souviens avoir vu des codes où on se dit waouh, quand même là, ça déchire ce code. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Enfin, vous voyez, le code qui est correctement écrit, qui est lisible, qui est agréable à lire même. Vous voyez, qui a même une certaine esthétique. Voilà. Et vous voyez que du coup, il y a un côté, on va dire, très radical dans cette chose-là, parce que effectivement, quand j'entends qu'il y a des organisations qui commencent effectivement donc à s'intéresser, enfin plus que s'intéresser, à pratiquer le clean code, etc., c'est super. Mais mis à part que, vous voyez, il y a une vraie prise de conscience à avoir, ou au moins, quand je dis prise de conscience, c'est au sens ne pas se battre, vous voyez, ne pas jouer au Don Quichotte, quoi, se battre contre des moulins quand vous avez d'autres cultures. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, mais en tout cas, voilà, cette charte d'équipe, je crois que si vous voulez de poser quand on démarre, enfin quand on souhaite améliorer, si vous voulez justement, le processus d'amélioration continue, voire tout simplement le démarrer, je crois qu'il est vraiment important de se poser ces questions, quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes, etc. Voilà, et c'est ce qui va permettre au passage de transformer un groupe en une équipe. Vous savez, il y a plusieurs définitions d'équipe, mais pour ma part ici, l'équipe, c'est un groupe qui partage ce Team Canva, si vous voulez, je pourrais le dire comme ça, ce qui veut dire un groupe, c'est-à-dire des personnes qui interagissent, mais qui partagent donc des objectifs communs, qui partagent des valeurs communes, etc. Alors, pour m'y être confronté plusieurs fois, l'élaboration de cette charte est un processus en réalité relativement long. Alors après, ça ne dure pas 3 ans, mais voilà, j'ai constaté que si on dit qu'on se fait un atelier d'1 heure là, sur la charte, sur le Team Canvas, c'est bien joli, mais en réalité, il faut vraiment, comme je l'ai écrit ici, accepter le temps nécessaire à sa maturation. Donc, ça veut dire qu'il faut voir, si vous voulez, la charte, ce Team Canva, un petit peu comme un miroir, une carte d'identité de l'équipe, vous voyez, quelque chose comme ça. Lorsque on est, parce qu'il y a 50, vous savez qu'il y a 50 cas de figure différents, donc lorsqu'on est dans une organisation avec un management, et vous savez, les organisations type bleu de la spirale dynamique, c'est-à-dire des organisations très centrées quand même hiérarchie, où justement les valeurs, c'est le process, la hiérarchie, c'est-à-dire quand on dit valeur, ça veut dire que le process est important, la hiérarchie est importante, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à aller à l'encontre de ce que dit mon N+2, vous voyez, par exemple. Bon. Donc voilà, donc là, ça veut dire que honnêtement, c'est au niveau du management que ça va se passer. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment ma conviction.
Voilà, et puis donc la charte a l'importance que l'on va lui donner, et donc c'est à chacun finalement de faire vivre cette charte, parce que justement, une charte, c'est quelque chose de vivant, et on va retrouver la posture de disciple. Je me souviens au début de l'extreme programming, on évoquait le cercle de la vie. Le cercle de la vie, c'était un cercle vertueux dans lequel, c'est un cercle d'apprentissage en fait, dans lequel, vous voyez, par exemple, au départ, on écrit une user story, ensuite elle va être confrontée aux développeurs, mais cette confrontation, ces feedbacks des développeurs vont permettre d'améliorer la rédaction de story, et donc évidemment la même chose pour la réalisation de la story, l'implémentation, etc., etc. Et donc il s'agit d'adopter une posture de disciple. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme de discipline. D'ailleurs, à l'origine, XP par exemple était présenté comme discipline de développement de soft. Et ce terme de disciple signifie que justement, on est dans cette posture de disciple, d'apprentissage à partir de la vie de l'équipe. Et c'est ce que j'évoquais précédemment, vous savez, dans la question, est-ce que justement les incidents vécus sont source d'amélioration? Voilà, donc cette charte, tant qu'à faire, autant l'afficher pour qu'on l'ait un petit peu sous les yeux, et qu'on la fasse vivre, et qu'encore une fois, elle aura l'importance qu'on va bien vouloir lui donner. Voilà, une proposition, donc là on est plutôt sur du coaching, mais une proposition qui est de se forger une ou deux phrases de talisman, vous voyez, qui vont en quelque sorte, en une, deux, trois phrases, synthétiser cette charte, vous voyez. Notre objectif est de fournir tel type de produit pour satisfaire tel type d'utilisateur, et nos valeurs que l'on pratique chaque jour sont telle et telle chose. Voilà. Ok, donc si vous voulez, pour terminer sur ce sujet, comment dire, le message ici, c'est s'améliorer dans le respect de la charte, un petit peu comme je dis très souvent aujourd'hui en accompagnement, pratiquer en respectant les principes, c'est la même chose. Pratiquer en respectant les principes, ou s'améliorer en respectant la charte, parce que sinon, vous voyez ce que je veux dire là, une amélioration peut être, ce qui est amélioration dépend complètement justement de nos objectifs, de nos valeurs, etc., etc. Voilà. J'allais prendre des comparaisons avec ce qu'on vit actuellement au niveau mondial avec ce fameux Covid, mais je ne vais pas le faire. Ok. Allez, le dispositif essentiel. Du coup, alors avant ça, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires sur ce Team Canva, et l'importance que je donne ici à ce Team Canva en tant que charte d'équipe avec les valeurs, les objectifs, etc. Très intéressant. Ça pose des termes très précis sur des choses auxquelles on pense, mais qu'on n'arrive pas forcément à formuler. Je trouve ça vraiment très très parlant pour ma part. Ok, écoute, super. Alors tu trouveras, si tu cherches Team Canva, bon, de toute façon, alors d'ailleurs, Alexandre, les slides, comment ça se passe? Je te les envoie, enfin, je sais pas comment. Ouais, tu me donnes l'URL et puis après, je le poste dans le chat du Meetup. D'accord, je les chargerai quelque part. Ok, ça marche. Ok. C'est une. Aujourd'hui, je crois qu'il faut voir ça comme une aventure. Pour une équipe, c'est une aventure de se créer et de maintenir sa charte. C'est une aventure. C'est une aventure avec tout ce que ça implique comme bonne surprise, comme voilà. Ok, bon allez, j'insiste pas là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais c'est absolument essentiel. Pardon. Ok, alors le dispositif essentiel, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette fameuse roue de Deming, qui n'est pas, d'ailleurs, Deming l'avait popularisé, mais j'ai plus le nom du créateur, mais bon, peu importe. Donc le fameux PDCA. Et vous savez qu'au niveau de ces roues, il y a ici une cale. Alors, dans les organisations, disons, classiques, la cale, c'est justement le service, disons, qualité, qui est là pour faire des audits, des contrôles qualité, etc., pour s'assurer, si vous voulez, qu'on ne redescende pas. Et voilà, donc ça pose la question de la cale dans une équipe agile, on pourra y revenir, dans une équipe agile, donc auto-organisée et responsabilité. Et j'aime beaucoup, donc vous savez que là, on est dans toute la sphère Kaizen, du Lean, et j'aime beaucoup ce terme Kaizen, Change for Good, voilà, qui dit que
l'amélioration, si vous voulez, ça pose vraiment la question. Vous savez qu'aujourd'hui, peut-être vous avez vu, peut-être vous avez suivi ça, aujourd'hui, pardon, excusez-moi, la question au niveau agile, c'est comment on peut faire pour donner envie, en fait, en termes de récompense. On parle d'incentive, etc. Et on rejoint la question du plaisir, de moins de douleur. Qu'est-ce qui, effectivement, fait qu'on va s'améliorer? Vous voyez, qu'est-ce qu'on cherche? Et du coup, si à un moment donné, en tant que dev, par exemple, dans une équipe, je ne vois pas trop l'intérêt pour moi d'améliorer, par exemple, je sais pas moi, le temps d'intégration, la qualité justement du code au sens vraiment lecture, clean code, etc. Ça rejoint un peu la problématique de projet maintenance de tout à l'heure. Bon, en gros, si vous voulez, tout ça, ça va être sympathique, mais je pense que ça va être un peu vain parce qu'il n'y a pas, vous voyez, comment dire, d'intérêt et d'engagement, en fait, dans cette amélioration. Et donc, ce Change for Good pose la question du good, hein, c'est-à-dire des valeurs, des objectifs, etc. C'est quoi le Change for Good pour nous, quoi. Voilà. Et du coup, effectivement, par rapport à la réflexion qu'on menait tout de suite, si on en finissait enfin avec cette dichotomie projet-maintenance et que ce soit la même équipe qui régulièrement développe des releases, des versions, les met en prod, et pendant qu'on est en train de développer la N+1, on maintient aussi la N, ce serait certainement bénéfique. OK. Donc, le plan, vous connaissez probablement tout cela, planifier des tentatives d'amélioration. Donc, cela peut être régulièrement, par exemple, typiquement les rétros dans Scrum, ou ça peut être de façon opportuniste chaque fois, par exemple, qu'il se passe un incident, avec du coup un format que vous connaissez peut-être aussi, hein, donc une trame, disons, un synopsis de ce type de session. Partir de la réalité, alors ça paraît un peu trivial, mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que parfois, on dirait que la question de l'amélioration continue, dans certaines rétros, elle est un peu, si vous voulez, hors sol. On va s'améliorer, mais tiens, qu'est-ce qu'on améliore? Non, l'idée, c'est de partir de la réalité. On verra juste après une pratique tout à fait intéressante pour partir de cette réalité qui est le bac rouge. Et donc après, vous savez que le principe, c'est à partir de cette réalité, donc ça peut être des indicateurs, hein, sur tout ce qu'on veut, sur le nombre de tests, sur les défauts, etc. etc. Et donc diverger, c'est-à-dire imaginer plusieurs possibilités d'amélioration et puis converger sur quelles améliorations. Donc les mettre en place, par exemple, dans le cas de l'itératif, dans la prochaine itération, ce qui pose la question de la responsabilité de l'équipe de la mettre en place, et puis dans la mise en place, et puis surtout terminer concrètement, effectivement, sérieusement la roue par un check, on dit parfois study, un check, c'est-à-dire une vérification des résultats et acter ensuite. Si les résultats sont considérés comme positifs, on garde, et si c'est considéré comme négatif, on jette. Mais vous voyez, en disant ça, en fait, comment je peux dire ça, c'est lourd de sens, en fait, tout ça. Vous voyez, par exemple, négatif, on jette. Ouais, ok. Est-ce qu'on a la liberté dans l'organisation d'expérimenter des choses qui vont peut-être pas marcher, quoi. Vous voyez, donc ça pose la question du droit à l'erreur, sur lequel je reviendrai. Et donc, quelques considérations donc, pour s'améliorer. Donc là, j'ai repris, je ne me refais pas, j'ai repris les valeurs de l'extreme programming. Donc, l'extreme programming, c'est les 4 valeurs dans la V1 99 qui étaient affichées: communication, feedback, simplicité, courage. Mais le respect était déjà en filigrane, en fait. Hein, dans la première version, Ken Beck parlait déjà de respect. Et puis, il l'a érigé, disons, au rang de valeur dans la deuxième version. Ça devait être en 2004, XPE 2E. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, si vous voulez, ça peut poser la question. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour obtenir un feedback plus concret et plus rapide, vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que les choses soient plus simples, etc., etc. Voilà, avec quelques principes, donc, bon, je vais passer rapidement, parce que sinon ça risque d'être laborieux, mais voilà, baser les améliorations sur des faits. Je crois qu'on a suffisamment de matière dans la vie de l'équipe pour s'améliorer, mais encore faut-il être attentif, si vous voulez, et prendre conscience que c'est une source d'amélioration. Améliorer l'ensemble, donc on va retrouver, vous savez, le principe Lean, donc d'amélioration globale avec une pratique emblématique, mais qui est tout à fait intéressante, qui est le Value Stream Mapping. Bon, je n'insiste pas là-dessus, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, mais c'est vraiment une pratique très, très intéressante. Et donc, améliorer pour plus de feedback, améliorer pour plus de simplicité,
etc., etc. Avec tout un tas de principes, que ce soit dans la première version, dans la deuxième version, XP arrive avec beaucoup de principes, par exemple, voyager léger. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, ce sont des aides. L'idée là, c'est quoi? C'est que au travers des problèmes que l'on rencontre dans l'équipe, au travers de ces principes, de ces valeurs, là, normalement, enfin, l'idée, c'est que vous ayez, on va dire, matière à inventer, disons, des actions d'amélioration. Voilà. Alors, l'amélioration, elle peut se faire aussi, bon, pour la petite histoire, à plusieurs niveaux. Là, j'ai repris un schéma de SAFe avec l'amélioration au niveau des équipes, au niveau de trains et au niveau de larges solutions quand on a plusieurs trains. Mais voilà, on peut tout à fait imaginer des améliorations, par exemple, au sein d'une équipe. Et puis, ensuite, de temps en temps, des améliorations au niveau un peu plus global, disons, par exemple, de coordination ou de collaboration entre équipes. Alors, un point important qui, je dirais aujourd'hui, depuis que les durées d'itération ont diminué, la question en réalité ne se pose plus vraiment, mais c'est quand même une vraie question et juste quelques mots là-dessus. L'idée, c'est de dire que toute session, y compris d'amélioration, toute session récurrente devrait se reproduire maximum chaque 3 semaines. Pourquoi? Parce que l'intelligence émotionnelle nous apprend aujourd'hui que on a maximum 3 semaines pour résoudre, on va dire, peut-être pas facilement, mais résoudre correctement un problème, gérer une émotion, etc. Au-delà de 3 semaines, les choses se sont engrammées, si vous voulez, sont cristallisées. Il va falloir beaucoup plus d'énergie pour aller les chercher. Voilà. Bon, mais encore une fois, comme on est par exemple dans Scrum aujourd'hui plutôt sur des itérations de semaines, la question ne se pose pas. Mais j'entends encore, par exemple, très récemment, une équipe que j'accompagnais qui il y a un autre service, je ne rentre pas dans les détails, où eux, ils sont sur des itérations de 4 semaines. Bon, sans aller chercher absolument la semaine d'XP aujourd'hui ou les 2 semaines de Scrum, voilà, je crois que 3 semaines, c'est vraiment un maximum. Et de façon plus générale, on va retrouver là aussi ce fameux principe qui est pour moi vraiment emblématique de l'agile, feedback plus concret, plus rapide. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on est sur des feedbacks plus rapides, on va diminuer le risque, ce qui va finalement, au bout du compte, donner le droit à l'erreur. Et vous avez un signe qui ne trompe pas et qui est caractéristique et qui est génial, c'est lorsqu'une équipe expérimente des choses qui ne marchent pas, et puis voilà, ok, on a expérimenté un truc, ça ne marche pas, on va expérimenter autre chose qui va marcher. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des commentaires, des remarques sur cette partie-là, du coup? Non, c'est bon. Non? Ok, ça marche. Pardon. Allez, 2 pratiques complémentaires et puis j'en aurai terminé. Alors, cette fameuse pratique de bague rouge que vous connaissez peut-être, qui est issue de l'industrie, du lean manufacturing, en fait, qui consiste à avoir vraiment, mais c'est un vrai bague rouge, qui consiste à avoir un bac, vous trouvez ça dans des chaînes, en fait, dans des chaînes de production. Voilà, donc c'est un bac qui va permettre de collecter et de conserver les pièces, les produits défectueux. Pourquoi? Parce que ensuite, ces produits seront analysés et justement, vont permettre, à partir de cette analyse, vont permettre donc d'améliorer la chose. Et donc, la question qui se pose, c'est quel peut être le bac rouge pour nous? Alors, quand on travaille dans de l'immatériel comme le soft par exemple, en fait, l'idée, c'est tout simplement de réserver un espace, de réserver une zone dans notre management visuel, que ce soit un management physique au travers d'un radiateur d'information, enfin qu'il soit physique ou qu'il soit informatisé, mais de réserver quelque part une zone donc, où chacun pourra aller déposer un élément, donc, sachant que l'idée, c'est que évidemment, ces éléments vont servir seront vraiment le matériau qui pourra ensuite donner du sens à la prochaine session d'amélioration, là aussi, soit régulièrement ou opportunément. Voilà. Et donc,
ce bac rouge peut être utilisé lors du prochain plan, en fait, hein, lors de la prochaine roue. Donc, par exemple, lors de la prochaine rétro dans Scrum. Donc, on va dépiler le bac. Et après, vous savez comment ça se passe. Ça peut être, par exemple, par rétro. Et on va chercher à solutionner les 20% de causes racines, par exemple, qui provoquent 80% des problèmes. C'est intéressant de se poser cette question quand même de l'occurrence, voyez, et de l'impact entre les causes racines et puis les occurrences de problèmes. Voilà, ce qui nous amène finalement à ce schéma, mais que vous connaissez peut-être probablement, mais qui encore une fois permet quand même de resituer finalement la rétro dans des roues de Deming, avec donc d'où et puis les bacs rouges qui vont venir alimenter donc le plan. C'est-à-dire que de façon générale, une rétro, ce sera check act des améliorations précédentes et plane à partir en particulier de ce qu'on va trouver dans le bac rouge. Voilà. Voilà. Bon. Allez, une autre pratique qui nous vient également du lean manufacturing, qui est le fameux stop the line. Hein, donc, c'est les fameux boutons rouges que l'on retrouve sur les lignes. Voilà, avec quelques règles donc dans le stop the line, qui est que déjà la question, on parle de préoccupation en fait. Hein, la question, c'est la préoccupation de la prod, c'est-à-dire du fonctionnement régulier de la prod. Donc, pour ce qui nous concerne, ce serait l'aspect alors, quel que soit on va dire, les pratiques, ce serait l'aspect conception, peut-être au sens TDD, puisque le TDD, c'est la conception émergente. Voilà, au sens conception, dev, évidemment, enfin, programmation, intégration, etc., etc. Donc, c'est tout ça le flow. Voilà, et donc le stop the line, quand un incident se produit, il s'agit d'aller rechercher les causes racines, par exemple avec un Ishikawa, Ishikawa arrête de poisson avec les causes, les arêtes principales, process, etc. Pourquoi pas les 5 pourquoi. Voilà, et puis donc déterminer une solution simple par rapport à ces causes racines, avec une clé donc par rapport au stop the line qui est: sommes-nous sûrs de ne pas rencontrer le même type d'incident dans le futur. Voilà. Alors, peut-être rapidement, juste comme ça, parce que quand même l'heure tourne, là c'est 8h20 déjà. Voilà, est-ce que vous avez des commentaires, des remarques sur comment vous verriez la mise en œuvre dans vos environnements respectifs, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, de ces deux pratiques-là, bac rouge et stop the line? D'un point de vue business, appuyer sur le bouton pour arrêter la ligne de production, c'est chaud, quoi. Oui. C'est Oui, compliqué à mais si justifier. tu... Oui, c'est... Et là, c'est typiquement un problème... Enfin, pour nous, au niveau dev, ce qui est emblématique, c'est un problème en intégration, par exemple. Un problème en intégration, la base, c'est de ne pas continuer... vous voyez ce que je veux dire? C'est... problème en intégration, à mon humble avis, ça mérite un stop the line, même si c'est juste quelques minutes, mais dire, attendez, non, là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, on risque de... Enfin, il y a un risque énorme derrière, qui est de reproduire la même erreur et puis de passer des jours et des jours à rectifier, quoi. C'est vrai que le stop offline, ce n'est pas la chose la plus simple à mettre en place. C'est difficile. C'est difficile de se dire, voilà, de dire, quand le test d'intégration continue est au rouge, on s'arrête, on le fait marcher, on le fait remarcher. Quand c'est au vert, c'est bon, on peut continuer à coder. Voilà, c'est ça. Et souvent on voit encore des développeurs qui continuent à développer sans problème. Bon, l'intégration continue ne marche pas, ce n'est pas grave, je reviendrai à ça plus tard. Celui qui l'a cassé est en train de le réparer, je ne m'en soucie pas et continue à développer des choses, à updater leur code avec un code qui n'est pas bon, qui a mis au rouge. C'est ça. Et ça, c'était surtout quand on était encore dans SVN. Maintenant, sur Git, on peut tester, on peut lancer l'intégration continue sur un pull request. Le pull request, s'il est validé, s'il est au rouge, il est rejeté.
Et du coup, D'accord, il n'y a ok. plus cette problématique à l'unit. Si on le D'accord, fait ok. via le pull request. Avec SVN, c'était au commit. Et donc, c'était problématique. Donc là, maintenant, celui qui a cassé, ben, c'est lui qui va le corriger. Et le reste de l'équipe Ok. continue à travailler. Elle n'a pas le souci de l'intégration continue Ben, qui reste au alors, rouge sur du long terme. ouais, En enfin, théorie. oui, parce que je nuancerai en disant quand même que ça dépend quand même justement de l'origine de l'origine du problème, quoi. L'origine du problème peut très bien impacter tout le monde, en fait, quoi. Oui, tout à fait. Et voilà. Et le Ok. deuxième paramètre aussi, c'est que ce dont tu parles, Alexandre, c'est une situation où tu auras exactement le même workflow, que ça soit dans une merge request ou une fois que c'est mergé. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les environnements. Mhm. Typiquement, si tu n'as pas comment dire, des applications éphémères ou ce genre de choses-là, bah, tu n'es pas capable de lancer tes tests end-to-end dans ta merge request. Et c'est là où ça devient compliqué parce que ça, c'est pas testé. Tu merges et sur le master, c'est KO. Et qu'est-ce que tu fais? Et là, on se retrouve dans la même situation. Hmm. Ça marche uniquement si tu as une bonne couverture de tests unitaires, que tu attends pas seulement sur le test end-to-end. Si tu n'as que le test end-to-end, Non, bien sûr, là, c'est du suicide. c'est du suicide. Hmm. C'est du suicide. Si voilà, tu as tous tes tests unitaires qui passent, tes tests d'intégration qui sont des tests d'intégration qui passent, Et tu aujourd'hui, vois, il y a la même situation qui se produit parce que vis-à-vis du stop the line, c'est exactement ça. Parce que toi, en tant que dev, tes TU y passent, tes IT y passent, ok, ta pipeline elle est verte, il y a approval, on merge. Et une fois que c'est sur master, il s'avère que tes tests end-to-end sont rouges, mais toi, tu as fini ton job, entre guillemets. Enfin, il y a un risque important de déresponsabilisation parce que Hmm. personne ne va arrêter cette ligne à ce moment-là. Ouais, ben oui, mais c'est et oui, c'est la problématique. tu poses la question. Si tu as Tu une poses la équipe question. XP réelle, si tu as vraiment une équipe XP qui se sent responsable de la livraison du produit, elle est responsable de la livraison, c'est le livre de la merde, c'est elle qui va rester toute la nuit à corriger ses bugs. Si tes tests end-to-end viennent au rouge, on stoppe, on corrige, et après on relance. Ça marche, ok, maintenant on peut continuer à ajouter des fonctionnalités. Parce qu'ajouter des fonctionnalités sur un environnement instable, ça ne marche pas. C'est pour ça aussi qu'il y a Ben oui. il y a très peu d'équipes qui font des pull requests directs sur la master. Souvent, ils ont une branche de dev, ils ont N branches au-dessus pour se prémunir en fait d'un risque comme celui-là. Hmm. Ok. Et c'est vrai que ça pose la question de la co-responsabilité, en fait. Et effectivement, comme tu disais, jusqu'où va ma responsabilité en tant que dev? Est-ce qu'elle va jusqu'à mes tests unitaires, entre guillemets, ou est-ce qu'elle va jusqu'à effectivement l'intégration? Et sachant que l'intégration, j'intègre avec d'autres. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de co-responsabilité. Mais vous voyez, ça rejoint complètement la charte d'équipe, le Team Canva, quoi. C'est-à-dire, quel est l'objectif? Est-ce que mon objectif, c'est que mes tests unitaires passent, ou est-ce que mon objectif, c'est que ce que je développe soit effectivement intégré, et même au-delà, et de la valeur pour l'utilisateur, etc. Ok. Voilà, et donc finalement, le schéma, pour terminer, ressemble à ça, hein. C'est-à-dire qu'on a donc nos roues de Deming. Donc, nous, on est un métier dans lequel on peut tout à fait l'institutionnaliser sous forme de rétro, hein, c'est vraiment pas déconnant, avec donc le bac rouge qui vient alimenter les plans du PDCA, et puis parfois, de temps en temps, un stop the line, voilà, un stop the line qui va permettre de résoudre tout de suite un problème. Alors, il y a quand même un point qu'on n'a pas, enfin, sur lequel je voudrais juste réinsister quand même sur le stop the line, c'est la question des causes racines. La question des causes racines de l'incident, parce que parfois, si vous voulez, on fait la distinction, quand on travaille sur le stop the line, on fait la distinction entre un véritable stop the line, disons, où justement on va chercher la cause racine, et puis du coup, une fois qu'on a pu traiter la cause racine, on sait qu'on n'aura plus ce type d'incident, puisque justement on a traité la cause racine. Et c'est bien la différence entre un véritable, disons, stop the line au niveau de la cause racine, et puis ce qu'on appelle un workaround, un contournement, où là on va juste régler le symptôme et pas la cause racine, quoi. Mais là, j'ai conscience que comme les causes racines, en fait, bien souvent vont venir titiller la culture de l'organisation.
c'est-à-dire la culture, par exemple, du profit à court terme ou la culture, effectivement, de, comment dire, du non, de la non-amélioration. Voilà. Mais alors, je crois que dans tous les cas, quand même, enfin, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que quand bien même, vous voyez, au niveau du stop the line, vous déterminez, enfin, vous découvrez la cause racine, même si elle n'est pas traitée, parce que, ben voilà, si vous voulez, concrètement, on ne peut pas la traiter là, on n'a pas le temps. Enfin, je souris parce que ça, c'est quelque chose que je rencontre tous les jours, quoi, en fait. Voilà, en attendant, vous plantez des graines. Bon, si on peut la traiter, ben, tant mieux, évidemment, c'est l'idée. Mais au moins, même si on n'a pas pu la traiter, on a au moins la satisfaction, disons, d'avoir planté des graines. Et puis, ben, vous savez comment ça se passe. Il y a quand même un peu de... alors, le terme, c'est peut-être pas magie, mais il y a un petit peu quand même, je trouve, de choses comme ça. À un moment donné, les équipes, ben, bon, ça bascule parce qu'il y a une énième graine qui a été plantée. Mais cette énième graine qui est plantée aujourd'hui, elle arrive à prendre, en fait, elle arrive à grandir parce qu'il y en a eu 50 derrière, quoi. Voilà. OK. Eh bien, j'en ai terminé. Donc, nous avons vu 4 pratiques qui me semblent, on va dire, complémentaires et très efficaces pour mettre en place un dispositif d'amélioration continue digne de ce nom. Donc, on va dire que le moteur, hein, c'est la roue de Deming, qui peut être alimenté par un bac rouge donc, et quand même un stop the line qui permet quand même de résoudre les problèmes aussi. Et puis tout cela qui prend du sens au travers d'une charte d'équipe, donc avec encore une fois les objectifs et au-delà des objectifs, la finalité de l'équipe, etc. Voilà. Donc après, une proposition qui paraît, on va dire, naturelle et de bonne loi, comme aurait dit Maître Capello à l'époque, c'est on démarre avec en parallèle la charte d'équipe et puis des premières roues de Deming. Et puis, une fois qu'on a des roues de Deming, on met en place un bac rouge et un stop the line. Mais bon, honnêtement, on peut démarrer tout de suite en mettant en place un bac rouge. Et puis, dans quelques semaines, quand on pourra, on aura une véritable roue de Deming. Voire un stop the line parce que notre situation fait qu'on rencontre en ce moment des incidents qui nous cassent vraiment les pieds. Et donc, autant prendre le problème à bras le corps et puis allons-y. Donc voilà, je crois que l'essentiel, encore une fois, je ne sais plus qui disait que le premier pas était la base, quoi. Voilà, donc l'essentiel, c'est de mettre en place quelque chose. Et si vous avez déjà des rétros, etc., peut-être de vous inspirer de ce qu'on a vu là pour justement améliorer les rétros. Bon, sachant que les rétros en tant que tels, c'est quand même un autre sujet finalement. Voilà, messieurs, eh bien, j'en ai terminé avec ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci Thierry. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça reste encore ouverte. Alvaro, Fabien, Mathieu. Il faut que ça cogite. De même. Oui, bien sûr. Oui. Bon, alors voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on aille dans l'espace de discussion libre. Bon, après, on est ici, donc ça va aussi. Hein. On n'est pas nombreux. Ouais. On n'a pas forcément besoin d'aller dans l'espace de discussion. Peut-être qu'on peut rester ici. Oui, je pense qu'on peut rester ici. Vous pouvez allumer vos caméras. Et vous pouvez ouvrir les micros aussi. C'est pas interdit. Oui, c'est bien aussi. La discussion est libre maintenant. C'est vraiment très intéressant comme sujet. C'est très profond aussi. Il y a clairement moyen de se faire des heures là-dessus. Il n'y a pas à lésigner. Oui.
Moi, j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant, comme je le disais, ça pose des termes sur des choses sur lesquelles j'avais déjà des réflexions, ou peut-être qu'instinctivement on fait des choses, mais on n'arrive pas à le définir. Tant qu'on n'a pas ce genre de présentation ou ce genre de discours-là, enfin, on n'arrive juste pas à driver cette réflexion, si je puis dire. Et en fait, ça me justifie, si je puis dire, ce que je qualifierais d'échec vis-à-vis de mon poste courant. Euh, où en fait, initialement, juste pour situer un contexte, hein, donc j'ai rejoint une entreprise dans une équipe où en fait, il y avait comment dire, intuitivement, on va dire, il y avait un partage de valeurs communes. Donc on avait une équipe qui roulait relativement bien, il n'y a pas eu besoin d'établir une charte d'équipe pour en fait aligner nos diapasons. C'était quelque chose de relativement naturel, c'est passé bien. Et en fait, au début de l'année, il y a eu des changements d'équipe qui ont eu lieu. Cet exercice, en l'occurrence, n'a pas été fait parce qu'on ne le connaissait pas, hein, la charte d'équipe, et on n'était pas en alignement de valeurs, mais du coup, le terme exact, j'ai beaucoup apprécié ce qui est sorti sur un slide tout à l'heure, un groupe n'est pas une équipe. Et ça, vraiment, ça résonne en moi, quoi. C'est exactement la phrase qu'il me faut pour résumer grosso modo Ok, bah écoute. ma perception des choses. C'est, oui, comme tu dis, c'est une vraie réflexion. Tu vois, moi, j'ai constaté que l'agile amène nécessairement une introspection, quoi. C'est-à-dire à un moment donné de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est important pour moi? Etc. Oui. Et oui, oui. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est une valeur, si tu veux, pour moi, enfin, qui me tient à cœur, qui est ce fameux principe de réalité, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, de constater qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ok, donc ça va, on va pas être là s'exciter, quoi. On n'a pas les mêmes valeurs, donc on sait qu'il y a des choses, ça va être compliqué, il va falloir faire attention, quoi. Et on rejoint, parce que si vous voulez, ces valeurs, vous savez que normalement, en famille, on ne parle pas politique, on ne parle pas religion. Parce que je dis, pourquoi? Parce que ce sont deux domaines dans lesquels généralement on a des valeurs très fortes, vous voyez, et il ne faut pas rigoler avec ça, quoi. Et ça part, et en fait, quand je vous dis ça, je rigole parce que avec mes enfants qui sont très politisés aussi parfois, ça part vraiment à ouaille parce que justement on oublie la règle qui est que. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dès que. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser vraiment juste à lire l'actualité, par exemple, au travers des valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez des réactions très fortes, des choses qui se passent qui sont plus ou moins dramatiques, et c'est parce que en fait, ce sont des valeurs qui sont à l'œuvre derrière. Ce sont des valeurs qui sont à l'œuvre derrière. Et donc voilà, ces valeurs, si vous voulez, c'est essentiel. Et encore une fois, c'est important de s'entendre sur, si vous voulez, au niveau valeurs en deux mots, sur un socle commun de valeurs. Bon, quelles sont nos 2, 3, 4 valeurs communes? Et ça, c'est vraiment précieux parce que ça va être un petit peu l'intersection et le point de rencontre entre tous. Et après, dire, ben, OK, nos valeurs, par exemple, c'est au moins la communication. Après, moi, ma valeur, par exemple, c'est les design patterns et toi, non. Mais ça, bon, si on a établi déjà une valeur de communication entre nous, vous voyez, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc, quel est je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, le plus petit commun dénominateur, je ne sais plus, voyez, de valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer. Et moi, honnêtement, je suis vraiment sidéré régulièrement quand on parle d'agile, etc. On parle de pratique, mais on ne parle jamais, enfin, très rarement de valeurs, quoi. Et c'est hallucinant parce que ce sont les valeurs qui sont là. Vous savez, vous connaissez probablement cette phrase qui était de Drucker, d'ailleurs, je crois qu'on retrouve dans le Safe aussi, qui est que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et la culture, ça veut dire les valeurs. Les valeurs institutionnalisées dans l'organisation mangent la stratégie. Et c'est vrai, c'est vrai. C'était justement un propos que je voulais tenir, c'est que les outils qui sont présentés là, et en l'occurrence, je rebondis à nouveau sur la charte d'équipe, au-delà des valeurs dont tu parles, justement, c'est ce qui façonne une culture d'équipe. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que ce genre d'outils-là, on les a pas par défaut. Rares sont les personnes qui sont outillées de ce genre d'outils, et donc des problèmes techniques, bon, on les résout, c'est ok. Des problèmes organisationnels, bon, on les résout, c'est ok, mais la culture, c'est trop gros. Bien sûr. On ne sait pas quoi faire. Et là, en l'occurrence, vraiment, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir des actions concrètes sur quelque chose que jusque-là, bah, on ne sait pas quoi faire, c'est trop gros. Ok. Ok, oui, oui. Ben, en fait,
il y a quelque chose, et pourtant aujourd'hui, on est quand même dans une société avec les connaissances scientifiques qu'on a. Je veux dire, c'est parce que les valeurs, c'est considéré comme invisible par rapport à des choses visibles comme des pratiques. Vous avez un outil intéressant, je n'insiste pas là-dessus, mais je le donne, je pourrais l'écrire dans le chat, c'est ce qu'on appelle les niveaux logiques de Diels Batson. Bon, pour la petite histoire, c'est une pratique qui nous vient de la PNL, mais qui est vraiment très, très intéressante. Et effectivement, les valeurs sont invisibles, mais ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles n'existent pas. Enfin, je veux dire, si vous prenez un composant comment dire, très nucléaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des choses invisibles, enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Ok. Ouais. Ok. En fait, bon, après, je vais arrêter de parler parce que moi, bon, évidemment, vous avez bien compris, ce sont des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et donc, bon, mais en préparant cette presse, vraiment la charte d'équipe, au départ, je m'étais basé évidemment sur la route de Deming, Bac Rouge, etc. Et je me dis, ouais, mais tout ça, ça sert à quoi, quoi si on n'a pas une charte d'équipe, si on n'a pas quelque chose, voilà, un guide, une orientation, quoi. Œuvrer vers une direction commune, vers un but commun. C'est ça. C'est ça. D'où dans la charte, effectivement, enfin la charte, le Team Canva, les objectifs et la finalité. Et la finalité, c'est essentiel. C'est ce qu'on appelle parfois la raison d'être. Quelle est la raison d'être de notre équipe? Et c'est des vraies questions. À un moment donné, on ne peut pas faire éternellement l'autruche, quoi. Vous voyez, à un moment donné, voilà, à quoi on sert concrètement? Quelles sont les valeurs? Alors, juste un point au niveau des valeurs, vous pouvez tout à fait, et ça demande du courage, cette chose-là. Enfin, je veux dire, ce n'est pas trivial, hein, mais dire quelles sont nos valeurs aujourd'hui. Et malheureusement, on va constater que la valeur, c'est par exemple la cupidité dans une organisation, ou la valeur, c'est le process. Le process qui est érigé au sens de valeur. Hein, vous savez, vous avez dans des organisations, vous avez à un moment donné, il y a un problème, il y a un manager qui arrive, bon, à côté, vous m'emmerdez, on met en place un ingénieur qualité, on met en place des indicateurs, on met en place un reporting, bon, ok, mais autant le savoir, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas dans, enfin là, on n'est pas dans des histoires de bien, de mal, c'est juste on est dans des histoires de réalité de ce qui se passe. Donc, si notre valeur, c'est le process, ok, donc déjà, c'est intéressant d'en prendre conscience, parce que ça veut dire que quand on va arriver, nous, avec nos gros sabots agiles, les personnes sont plus importantes que les processus, ça veut dire que là, il va falloir y aller quand même. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est très important pour éviter des frustrations, des faux problèmes. Honnêtement, la question, quand on passe à l'agile, quand on passe aux lignes, la question, c'est la question des valeurs, de la culture. Et donc, la question derrière, c'est comment on y passe. Alors, vous avez une solution style coteur qu'on utilise dans le Safe, vous voyez, on y va un peu pas au bulldozer, mais enfin, on met en place un fonctionnement, et bon, ça se trouve, ça va marcher. Mais c'est une vraie question. Je pense que, si vous voulez, l'idée, c'est de prendre la mesure de ce à quoi on s'affronte, quoi, de ce qu'on souhaite mettre en place. Pour bondir à tout ça, en fait, par rapport à la culture, c'est comme le DevOps. Tout le monde s'engouffre, tellement de monde s'engouffre en fait sur le DevOps. Mais la problématique du DevOps, c'est pas de mettre en place des serveurs OpenShift et autres choses qu'on met. Il y a des entreprises qui mettent en place plein de serveurs OpenShift et tout ça, et puis qui sont là, et puis font mais la magie, elle ne vient pas. Pourquoi les gens ne sont pas responsables? Bien sûr. Ben oui, mais parce que le problème, c'est que la partie culture du DevOps est gigantesque par rapport à la mise en place des serveurs. C'est la partie la plus petite. Bien sûr, bien sûr. Des serveurs, des outils. Et la culture, c'est la partie la plus complexe et on va dire la grande partie des entreprises qui se disent fournisseurs de solutions DevOps s'occupent de la partie la moins complexe du système. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Et l'agilité, ben, c'est la même chose. On peut faire de l'agilité facilement. Hein. Faire du Scrum, c'est facile si on la met en place comme une méthodologie, on respecte les différents artefacts, événements et tout ça, et puis on fait du Scrum. Mais la magie, elle n'est pas là. La magie, c'est dans être agile, c'est comprendre Scrum, et ça prend énormément de temps. Mais là, oui, pardon. Ouais, je disais, c'est là qu'en fait, que tout le monde crie en fait au loup et tout ça, qui disent, c'est pas en allant suivre une formation de Scrum Master, qui après le pauvre Scrum Master, il rentre au bureau et puis on dit, maintenant tu mets en place Scrum.
il se tire une balle. Il se tire une balle parce qu'il a zéro expérience, il est impossible. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps que ça soit le DevOps, que ça soit le craftsmanship, que ça soit l'agilité, ce n'est pas pour moi, mais pour tout le monde, faites-vous accompagner. SVP, ça fera moins mal. Ça fera moins mal. C'est clair. Et après, bon, par exemple, Alvaro il me racontait ce qu'il avait fait dans, je ne sais pas si tu es toujours dans la même boîte, mais voilà, ils se sont mis à vouloir mettre en place le DevOps, mais dans une équipe, et puis par baby step. C'est aussi une bonne pratique. C'est pas, on vient tout de suite et on met plein de serveurs très coûteux pour pouvoir faire du DevOps. Non, on commence tout petit, on commence à mettre en place ces petites choses, des choses qui nous servent juste à notre équipe et ça va. Et puis, on expérimente autour de ça et on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et à un moment donné, peut-être qu'on aura besoin de gros serveurs parce qu'on veut utiliser tout ça sur toute l'organisation. Mais en premier, il y a un début. Il faut le faire par expérimentation. Autrement, ça ne prend pas. Ça prendra difficilement. Voilà. C'est là où la capacité d'amélioration se révèle, on va dire, justement, parce qu'il y a cette autonomie de l'équipe à faire monter des solutions qui, si on les considérait à un niveau trop large, seraient parfaitement improbables. Oui, tout à fait. Là, on dit qu'il faut avoir une pensée Kaizen. Comme tu dis, Mathieu, l'empirisme. Je ne l'ai pas entendu, Mathieu. Non, mais il envoie des messages. Il est timide. Il a des problèmes de micro. Je me disais, les gars, ils font de la télé. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je mets des annotations. Ok. Vous m'entendez là parce que j'ai des soucis de connexion. Oui. Okay. Juste pour terminer, je ne sais pas, mais il y a une image qui me vient en particulier par rapport à la question de DevOps que tu évoquais tout à l'heure, où en gros, on sait bien que DevOps, le problème de culture, c'est que les opérateurs veulent de la stabilité, les devs amènent du changement. Donc, évidemment, déjà. Et donc, j'aime beaucoup cette image magnétique, c'est le cas de le dire, où en fait, si on imagine deux pôles moins, évidemment, les pôles moins, donc ouais, je suis un peu dans le sud de la France, donc je dis moins, avec 3 S à la fin. Donc les pôles moins auront tendance à se repousser. Mais imaginez qu'il y a ces deux pôles moins et qu'on arrive à mettre un gros pôle plus. Le pôle plus va tellement attirer les pôles moins que les pôles moins vont en réalité se rapprocher pour justement se rapprocher du pôle plus, quoi. Et ce pôle plus, c'est quoi? C'est justement la charte d'équipe. C'est-à-dire à quoi on sert, quelle est la finalité, nous côté opérateur, nous côté dev, la finalité c'est quand même qu'il y a des utilisateurs, etc. etc. Ok. Voilà. Bon. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer ces messieurs. On va aller manger. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Pour ceux qui n'ont pas encore mangé, ouais, voilà. Voilà. Ok, super. Écoute, Alexandre, par rapport à ça, oui, pardon. J'avais commandé, excuse-moi, c'est juste un fun fact, mais c'est juste j'avais commandé à l'emporter parce que j'avais pas envie de m'embêter ce soir. Et ça a réussi à être livré pile quand tu as démarré le compteur des 2 minutes. C'était exceptionnel. Vous avez vu que du feu. Ah ouais, là je te confirme, oui. Ok, ça marche. Bon, super. Alexandre, merci beaucoup pour l'invitation. Ce fut un plaisir de partager tout ça avec vous. Quand il y a la vidéo soit prête, ouais, je vais peut-être faire ça ce week-end. Bon, ça, c'est le week-end d'Ascension, donc peut-être que je vais être moins… D'accord. Ça marche. Ok. Et puis, bon, je suis à votre disposition si vous souhaitez continuer à échanger sur ces sujets. C'est avec plaisir. En particulier, la charte d'équipe, il y a plein de choses à dire dessus parce que c'est un vrai sujet à part entière. Mais enfin, voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Très enrichissant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Pardon, Alexandre? Tu peux rester 2 secondes,